Si vous avez grandi en France, il y avait sans doute un Peugeot dans le garage. Le demi-course bleu appuyé contre le mur, le petit lion sur le tube de direction qu'on frottait avec la manche, le cliquetis du dérailleur simplex dans les côtes du dimanche. C'était le vélo de la première liberté. À son sommet, la marque au lion, à elle seule, représentait plus d'un tiers de la production française de vélos et plus de la moitié des exportations du pays. Un vélo neuf toutes les 15 secondes dans une seule vallée. Elle avait survécu à 2 guerres mondiales, survécu à la Grande Dépression, survécu à l'oubli de l'après-guerre quand la France s'était détournée de la petite reine. Et puis, après un siècle de fabrication dans la vallée du Doubs, la sirène s'est tue pour les vélos. Comment un nom qui avait sa place dans presque chaque garage de France a-t-il pu, tout simplement, cesser de fabriquer ses propres vélos ? Chapitre 1. Le lion né sur une lame de scie. Cette histoire commence, comme tant d'histoires industrielles françaises, non pas dans une usine, mais dans un moulin. Nous sommes dans le pays de Montbéliard, à l'est de la Franche-Comté, tout contre la frontière suisse et l'ombre allemande. Un pays de collines douces, de rivières rapides, de villages accrochés au flanc du Lomont. Vendoncourt, Hérimoncourt, des noms que la France entière prononcera un jour sans le savoir, chaque fois qu'elle posera la main sur un guidon. C'est là, depuis le XVe siècle, que vit une famille de paysans, de meuniers et de notables. Ils sont protestants, luthériens, et cela n'est pas un détail que l'on peut écarter d'un revers de main. Ils sont devenus luthériens en même temps que le duc de Wurtemberg, qui régnait alors sur la principauté de Montbéliard. De cette foi, ils tiennent une idée précise, presque austère du travail, que la tâche bien faite est une vocation, que l'ouvrage engage l'homme tout entier, que l'on doit à son atelier ce qu'un autre doit à son église. Cette idée-là va traverser un siècle et demi. Elle expliquera le paternalisme des patrons, la fierté farouche des ouvriers, et jusqu'à la manière dont, bien plus tard, on brasera un cadre de vélo à la main en prenant le temps qu'il faut, parce que le temps qu'il faut est le seul temps honnête. Vers 1810, la famille Peugeot transforme un de ses moulins en fonderie d'acier. Et de cet acier, ils font tout ce qu'une société du XIXe siècle peut réclamer. Des lames de scie, d'abord, leur spécialité, leur fierté. Puis des ressorts, des couteaux, des montures de parapluie. Ils fabriquent aussi les busques, ces fines baleines d'acier qui tenaient les corsets et donnaient leur forme aux crinolines des dames de l'époque. Retenez ce détail, il aura son ironie. Car la maison qui armait les corsets fabriquera bientôt l'engin qui allait, plus que tout autre, libérer les femmes de ces mêmes corsets. La bicyclette, qui exigea qu'on desserre le lassage pour pouvoir enfin respirer et pédaler. Et vers 1840, du même atelier, sort un objet qui trône encore aujourd'hui dans des milliers de cuisines françaises, le moulin à café Peugeot, avec son mécanisme d'acier trempé que rien n'a jamais vraiment égalé. Il fallait à cette maison un emblème. Elle le choisit le 20 novembre 1858. Un lion. Il fut gravé par un orfèvre de Montbéliard, un homme dont l'histoire a retenu le nom, Justin Blazer. Et voici la première révélation de ce récit. Ce lion n'a rien à voir à l'origine avec une automobile, rien à voir avec la vitesse, le moteur ou le luxe. Justin Blazer l'a dessiné pour vanter les qualités d'une lame de scie. La résistance des dents, la rapidité de la coupe, la souplesse de la lame qui plie sans rompre. Le fauve le plus célèbre de l'industrie française est né sur le tranchant d'un outil, pour dire à l'acheteur qu'une scie Peugeot mordrait le bois mieux que les autres. Il manquait encore à cette dynastie l'homme qui la ferait basculer dans la modernité. Cet homme s'appelle Armand Peugeot. Il naît en 1849 dans une famille déjà prospère, déjà installée, déjà sûre de son métier. Il aurait pu se contenter d'hériter. Il choisit d'aller voir ailleurs comment le monde s'y prenait. On l'envoie se former en partie en Angleterre, le pays le plus industriel de la planète à cette époque, et c'est là, dans cette Angleterre victorienne obsédée de mécanique, qu'il attrape une passion nouvelle, presque scandaleuse aux yeux des siens, le vélocipède. Ce jouet d'aristocrate, cette machine improbable à l'immense roue avant, cet équilibre acrobatique, Armand y voit ce que les autres n'y voient pas.
il y voit une industrie. De retour au pays, il doit convaincre. Une maison qui gagne bien sa vie avec des scies, des ressorts et des moulins à café n'a aucune raison évidente de se lancer dans une lubie anglaise. Mais Armand Peugeot tient bon. En 1882, il lance la fabrication en série d'un grand bi qu'il baptise d'un nom qui dit tout de son ambition et de son époque. Le français. Pour le produire, il ouvre un atelier de 300 ouvriers à Montbéliard. 300 hommes pour assembler à la main une machine que la plupart des gens raisonnables tiennent encore pour une curiosité de foire. Le pari est gagné. Au grand bi succèdent les tricycles, puis, en 1885, les premières bicyclettes modernes. 2 roues égales, une chaîne, une transmission par pignon. La silhouette exacte que nous connaissons tous, celle qui n'a pratiquement pas changé en un siècle et demi, Armand Peugeot a compris, avant presque tout le monde, une vérité qui va bouleverser le siècle. Que cet objet allait devenir la première machine que l'homme ordinaire pourrait posséder en propre. Pas une voiture, trop chère. Pas un cheval, trop exigeant. Un vélo. Sa liberté à lui, ses dimanches. Son rayon d'action élargi d'un coup de quelques kilomètres à quelques dizaines, la campagne soudain accessible, la ville voisine à portée de mollet. Le premier vélo Peugeot fut donc un grand bi assemblé à la main, dans un atelier de 300 hommes, par une famille de fondeurs luthériens qui fabriquaient encore, dans la pièce d'à côté, les baleines des corsets que ce même vélo allait aider à défaire. Voilà d'où vient le lion. Voilà d'où vient tout le reste. Et voilà l'homme, Armand Peugeot, qui, ayant lancé la petite reine, allait bientôt la quitter pour une maîtresse plus bruyante et plus moderne, laissant à d'autres le soin de porter la bicyclette jusqu'à sa gloire. Chapitre 2. Beaulieu dans la vallée du Doubs. En 1886, la production déborde déjà des murs de Montbéliard. Armand Peugeot ouvre alors un nouvel atelier un peu plus au sud, dans la vallée du Doubs, à un lieu-dit qui portait un nom presque trop tendre pour une usine. Beaulieu. Administrativement, on est sur la commune de Mandeur, tout près de Valentinier, à l'est de Montbéliard. Ce site modeste, posé au bord de la rivière, va devenir, et le rester pendant près d'un siècle, le cœur battant de la bicyclette française. Il faut ici planter une distinction que ce film ne devra jamais laisser se confondre, parce que toute la tragédie de Peugeot tient, au fond, dans l'écart entre deux lieux. Il y a Beaulieu, dans la vallée, près de Mandeur et de Valentinier, c'est le vélo. Et il y a Sochaux, un peu plus au nord. C'est l'automobile, l'usine géante, la vitrine mondiale, la fierté nationale. 2 sites du même pays de Montbéliard, dans le Doubs, portés par la même famille, marqués du même lion. Mais 2 mondes, 2 échelles, 2 destins. Et le jour lointain où le second finira par avaler le premier, où l'usine de vélo sera dissoute dans la logique de l'automobile, ce sera la fin de notre histoire. Gardez ces 2 noms en tête. Beaulieu, le vélo, Sochaux, la voiture. Tout est déjà là. Le partage se dessine dès l'origine, et c'est presque un geste d'auteur. En 1896, Armand Peugeot quitte Beaulieu pour fonder sa propre usine automobile à Audincourt. Il croit à la voiture, à l'essence, au moteur à explosion. Il part vers l'avenir tel qu'il l'imagine. Et il a raison. C'est de là que naîtra le géant Peugeot que le monde entier connaîtra. Derrière lui, à Beaulieu, la branche familiale des fils de Peugeot frères reste fidèle au cycle. On pourrait presque dire que, ce jour-là, la maison se scinde en 2 fils qui suivent chacun leur pente. L'un vers Sochaux et le XXe siècle des moteurs, l'autre vers Beaulieu et la fidélité têtue à la petite reine. 2 frères, 2 voix. Et pendant longtemps, personne n'imaginera lequel des 2 finirait par régner sur l'autre. Les chiffres, eux, montent vite. En 1897, Beaulieu sort 16 000 bicyclettes. 3 ans plus tard, en 1900, on en est déjà à 20 000. Le vélo n'est plus un caprice de riche. Il devient un objet de série, une industrie, un métier pour des centaines de familles de la vallée. Autour de l'atelier, le bourg change de nature.
Les fils de paysans deviennent ajusteurs, brasseurs, peintres au pistolet. La rivière qui faisait tourner les moulins fait maintenant vivre une usine. Et il faut se représenter ce que cela voulait dire, dans une vallée reculée du Doubs, à la charnière de 2 siècles. La sirène qui découpe les journées en tranches nettes. Les hommes qui descendent des villages du plateau à l'aube, par tous les temps, l'hiver dans le noir. L'odeur du métal chaud et de la limaille. Cette poussière fine qui se glisse partout, sous les ongles, dans la trame du bleu de travail, et que l'on emporte le soir jusque dans son lit. Le savoir-faire qui passe d'un établi à l'autre, d'un ancien à un jeune embauché qui apprend, en quelques semaines, des gestes qu'il mettra des années à maîtriser vraiment. Beaulieu n'était pas une usine posée dans un paysage. Beaulieu devenait le paysage. Car voilà l'autre vérité de ce pays. Ici, tout est Peugeot. Le travail, bien sûr, mais aussi, peu à peu, le logement, les magasins, les clubs, les fêtes, les habitudes. Le paternalisme protestant, hérité du XIXe siècle, organise la vie ouvrière comme il organise l'atelier. Avec ordre, avec méthode, avec cette conviction luthérienne que le patron doit à ses hommes davantage qu'un salaire et que l'ouvrier doit à la maison davantage qu'une journée. Ce système a un versant lumineux, le logement décent, l'école, l'entraide, une forme de dignité. Et un versant plus sombre. Le patron qui vous loge peut aussi vous surveiller. Et celui qui vous donne tout peut, d'un mot, tout reprendre. On y reviendra. Mais dès l'origine, à Beaulieu comme à Sochaux, on ne travaille pas seulement pour Peugeot. On vit Peugeot. On est, souvent, à l'ombre du lion. Et l'on y mourra. Il faut aussi dire, dès maintenant, qui faisait tourner ces ateliers. Car ce serait mentir que de peupler cette usine de seuls fils de la vallée. Très tôt, la main-d'œuvre du pays de Montbéliard devient un creuset. Des Italiens d'abord, venus du Piémont tout proche, franchissant la montagne pour trouver du travail à l'établi. Plus tard, au fil du siècle, des Portugais, des Maghrébins, Tunisiens, Marocains, des Yougoslaves, des Turcs. L'histoire industrielle de cette vallée est, comme presque toute l'histoire industrielle française, une histoire d'immigration. Une histoire de mains venues d'ailleurs pour fabriquer ce que la France croyait faire toute seule. Ce sont ces mains-là, françaises et étrangères, mêlées à l'établi, parlant plusieurs langues au-dessus du bruit des machines, qui vont assembler, dans les décennies suivantes, le vélo le plus désiré de France. Il ne faudra jamais l'oublier, surtout à la fin, quand il s'agira de compter ce que l'on a perdu. À l'aube du XXe siècle, tout est donc en place. Le lion, l'acier, la vallée, les hommes. Une maison qui sait travailler le métal mieux que quiconque et qui vient de comprendre que le métal peut aussi rouler, filer, voler presque, sous le poids d'un homme. Il ne manque plus qu'une chose pour transformer une excellente bicyclette en légende nationale. Il manque la gloire. Et la gloire, à cette époque, a un nom, une odeur de sueur et de poussière, et une couleur. Elle porte un maillot, et elle roule sur les routes du Tour de France. Chapitre 3. Le damier dans le peloton. La famille Peugeot a compris très tôt une chose que le marketing moderne redécouvrira bien plus tard en croyant l'inventer. Rien ne vend un vélo comme un champion qui gagne dessus. Dès 1896, un coureur nommé Paul Bourillon devient champion du monde de vitesse à Copenhague, sur une Peugeot. La leçon est retenue et elle ne sera plus jamais oubliée. Il faut être là où l'on gagne. Il faut que le lion franchisse la ligne en tête, sous les yeux de la foule. Et il va la franchir en tête, encore et encore, avec une régularité qui n'appartient qu'aux plus grands. En 1905, un coureur du nom de Louis Trousselier offre à Peugeot sa première victoire au Tour de France. Ce ne sera pas la dernière, loin de là. Suivront René Potier, Lucien Petit-Breton, Philippe Thys, Firmin Lambeau, une lignée de vainqueurs qui s'étire sur des décennies à travers les guerres et les crises. 10 fois, une bicyclette Peugeot franchira la première la ligne d'arrivée du Tour de France. 10. C'est, aujourd'hui encore, un record absolu de victoire pour une marque.
Aucun autre constructeur au monde n'a gagné autant de fois la plus grande course de la planète. Quand on roulait Peugeot, on roulait sur la machine qui avait le plus souvent gagné. Mais une dynastie de champions a besoin d'une monture à sa hauteur. Et c'est ici qu'entre en scène le personnage principal de notre histoire. Non pas un homme cette fois, mais une machine. En 1953, Peugeot introduit un modèle qui va devenir, pour des générations de cyclistes, le sommet absolu du désir. Son nom tient en 2 lettres et un chiffre. Le PX10. Il faut prendre le temps de le décrire, parce que ce film racontera comment on l'a perdu, et l'on ne pleure bien que ce que l'on a d'abord aimé et compris. Le PX10, c'était d'abord un cadre. Un cadre en tube d'acier Reynolds 531, cet acier anglais au manganèse et au molybdène, aminci en son milieu, ce que les initiés appelaient le tube double épaisseur, pour être à la fois léger et vivant, nerveux sous l'effort. Des raccords Nervex Professional, ces pièces ouvragées, presque ajourées, qui unissaient les tubes comme une dentelle d'acier et faisaient d'un cadre un objet que l'on regardait de près. Au début des années 70, l'ensemble pesait environ 9,5 kg. Une plume pour l'époque. Mais le plus beau, le plus émouvant peut-être, c'était son équipement. Car le PX10 était français jusqu'au dernier boulon, et c'était un manifeste autant qu'une fiche technique. Écoutez ces noms, car chacun est une petite dynastie industrielle, chacun est une maison d'hommes et de femmes penchés sur leur ouvrage. Les dérailleurs Simplex, nés à Dijon sous les mains d'un inventeur nommé Lucien Juy, qui avait présenté son premier dérailleur dès 1928 et changé la façon même dont on grimpait une côte. Les freins Mafac de Clermont-Ferrand, dont le mordant faisait autorité dans tout le peloton. Le pédalier Stronglight, dont le nom disait la promesse, léger et solide. La potence Ava, les moyeux Normandie, la selle Brooks ou Idéal, ce cuir que l'on domptait pendant des mois jusqu'à ce qu'il épouse, à vous seul, la forme de vos longues sorties. Chaque pièce sortait d'une maison française, souvent familiale, qui excellait dans son domaine étroit. Le PX10 n'était pas seulement un vélo Peugeot. C'était la France entière du cycle, assemblée en un seul objet, comme un orchestre où chaque instrument aurait été le meilleur du monde. Et là où ses rivaux britanniques et italiens visaient une clientèle fortunée avec des prix intimidants, le PX10 se plaçait délibérément en dessous. Plus accessible, plus proche, avec une géométrie un peu plus douce, pensé pour les routes défoncées et les pavés de l'après-guerre. C'était un vélo de champion que l'on pouvait, en se privant un peu, en économisant longtemps, finir par s'offrir. Voilà tout le génie de la maison. Mettre l'élite à portée de la main de l'homme ordinaire. Le rêve avec une étiquette de prix. Car le PX10 n'était pas qu'une affiche. C'était la véritable monture de l'équipe professionnelle Peugeot. Celle qui portait le maillot le plus reconnaissable du peloton, ce maillot blanc barré d'un damier noir et blanc que l'on distinguait entre mille. Et sur ce vélo, les plus grands noms du cyclisme mondial vont poser leurs mains. Le plus grand de tous d'abord. En 1966, un jeune Belge rejoint l'équipe Peugeot BP Michelin. Il s'appelle Eddy Merckx. Son transfert, négocié par son manager Jean Van Bugenhout depuis son ancienne équipe, se fait pour 20 000 francs par mois. 20 000 francs. Pour celui que l'on appellera bientôt le cannibale, l'homme qui dévorera tout, le plus grand coureur de tous les temps. Et c'est sous les couleurs Peugeot, cette année-là, que Merckx remporte sa première grande classique, Milan-San Remo. Mesurez l'affaire. Le lion tient dans ses rangs le futur monstre sacré du cyclisme mondial, et il le paie, à ses débuts, le prix d'une belle automobile. C'est sur un vélo de Beaulieu que la légende Merckx a commencé. Merckx n'était pas seul. Le Britannique Tom Simpson, champion du monde en 1965, courait lui aussi sous le damier Peugeot. La marque de la vallée du Doubs attirait les meilleurs comme un aimant. Et à la tête de cette armada, des directeurs sportifs qui ont marqué l'histoire du sport. Gaston Plot, l'homme fort de l'équipe de 1958 à 1974. Un meneur d'hommes qui régnait sur le peloton depuis la portière de sa voiture. Puis Maurice Demuer, qui prendra le relais en 1975. Des tacticiens, des passionnés, des hommes qui vivaient course et ne parlaient que d'elle. Et voici l'une des vérités les plus belles de cette histoire, celle qui faisait toute la force de la marque.
Le vélo que Merckx et ses coéquipiers enfourchaient était, à quelques détails de guidon et de selle près, le même que celui qu'un adolescent pouvait admirer, le nez collé à la vitrine chez son marchand de cycles. Le rêve n'était pas hors d'atteinte. Il était là, sous verre, avec une étiquette. Le gamin qui économisait pour un PX10 achetait, littéralement, la machine des champions. C'est ce lien-là, direct, charnel, entre la gloire du Tour et le garage familial, entre le maillot à damier vu à la télévision et le vélo appuyé contre le mur, qui fera la puissance de Peugeot. Et c'est ce lien-là, précisément, que l'on tranchera plus tard, sans même s'en apercevoir. Il faut pourtant, par honnêteté, glisser ici une nuance, car ce film ne racontera jamais de légende plus belle que la vérité, et la vérité, ici, est plus intéressante que la légende. La course de très haut niveau n'utilisait pas toujours des cadres de série. Comme toutes les grandes marques de l'époque, Peugeot achetait parfois, discrètement, des cadres à des artisans réputés pour les repeindre ensuite à ses couleurs. On raconte que le lion frappait ainsi des cadres sortis de l'atelier de l'italien Faliero Masi, le maître milanais dont les cadres faisaient rêver l'Europe entière. Un cadre italien, une peinture française, un maillot à damier, le champion gagnait sur un mélange que le public n'imaginait pas. Et lorsque Bernard Thévenet, en 1975, arrachera le Tour au Grand Merckx, il ne le fera pas sur un PX10 ordinaire, sorti de la chaîne comme les autres. Il le fera sur un modèle sur mesure, un PY10, conçu à l'atelier Prestige, cet atelier spécial que Peugeot venait d'ouvrir un an plus tôt, en 1974, pour tailler à la main les cadres de ses champions. Regardez bien ce détail, car il annonce tout. Pour continuer de gagner au sommet, la maison devait désormais ouvrir un atelier à part, ou emprunter le savoir-faire des autres. Ce n'est pas un scandale, c'est le sport de haut niveau tel qu'il a toujours été. Mais c'est aussi, déjà, un premier signe, presque imperceptible sous les vivas de la foule. Le signe que la grande usine de Beaulieu, à elle seule, ne suffisait plus tout à fait à faire ce qu'il y avait de meilleur. Pendant que le damier triomphe sur les routes, la machine industrielle qui le soutient tourne à plein régime. C'est l'autre versant de l'ascension, moins glorieux, mais tout aussi capital, et il faut le regarder en face pour comprendre la suite. En 1930, déjà, Beaulieu sortait 162 000 bicyclettes par an. Et l'usine traverse tout ce que le siècle lui jette au visage. La Grande Guerre, où l'acier des cycles se met au service des obus, des brancards, de l'effort de toute une nation. La Grande Dépression, l'occupation et ses privations, puis la longue traversée du désert de l'après-guerre, quand la France, découvrant l'automobile populaire et le cyclomoteur pétaradant, semble un instant tourner le dos à la petite reine comme à un souvenir de pauvreté. À travers toutes ces épreuves, Beaulieu tient. Mieux, Beaulieu prospère. En 1955, l'usine sort 220 000 bicyclettes par an et emploie près de 3 500 ouvriers. La vallée du Doubs vit au rythme de la sirène et de la chaîne, du pointage du matin et du retour du soir. Et en 1966, un tournant discret, presque administratif, mais lourd de tout ce qui viendra. La Société des cycles Peugeot entre dans la holding Peugeot SA. Le cycle, qui était jusque-là une maison dans la maison, une branche fière de son autonomie, devient une pièce parmi d'autres dans un ensemble plus vaste. Un ensemble dont le centre de gravité, désormais, n'est plus le vélo de Beaulieu, mais l'automobile de Sochaux. Sur le moment, personne n'y voit un danger. Comment le pourrait-on ? La marque n'a jamais été aussi forte. Ses champions gagnent le Tour. Son vélo phare orne les rêves de toute une génération, en France et bien au-delà. Ses ateliers tournent à plein, ses ouvriers ont du travail, ses fils ont un avenir tracé. Le lion rugit sur les routes du monde entier. Et de l'autre côté de l'Atlantique, dans un pays immense qui redécouvre soudain la bicyclette avec la ferveur d'un premier amour, une vague est en train de se lever. Une vague qui va porter le PX10 plus haut qu'il n'était jamais monté, jusqu'au mur des chambres d'adolescents américains. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes au sommet de l'ascension, dans ces années où tout réussit, où chaque cadre qui sort de Beaulieu semble promis à la lumière. Restons-y encore un instant. Car pour comprendre la chute,
et il y aura une chute, longue, lente, presque silencieuse. Il faut d'abord avoir gravi, avec eux, marche après marche, jusqu'au tout dernier échelon de la gloire. Chapitre 4. Un vélo toutes les 15 secondes. Pour comprendre ce que fut l'âge d'or de Beaulieu, il faut franchir les grilles un matin du début des années 70 et entrer dans l'usine. Pas en visiteur pressé, en ouvrier. Il faut sentir le froid de la vallée du Doubs sur le visage, entendre la sirène rouler son écho contre les collines, se glisser dans le flot des hommes qui pointent, saluer d'un mot ceux que l'on retrouve chaque jour depuis 10 ans, 20 ans, une vie. Et il faut se rappeler un chiffre pour mesurer ce que l'on va voir. En 1972, cette usine employait environ 5000 personnes. Cette année-là, elle a fabriqué 480 000 bicyclettes, dont 190 000 partaient à l'exportation, et, par-dessus le marché, 335 000 cyclomoteurs. Faites le calcul dans votre tête, comme le faisaient les anciens avec une fierté qu'ils avaient bien gagnée. 480 000 vélos en une année de travail. Cela veut dire qu'à Beaulieu, aux heures pleines, un vélo terminé quittait la chaîne toutes les 15 secondes. 15 secondes. Le temps de cette phrase, un lion neuf naissait dans la vallée du Doubs. Mais un vélo Peugeot ne naissait pas d'un coup. Il naissait au bout d'un long voyage à travers l'usine, et ce voyage, il faut le suivre pas à pas, parce que chaque étape était un métier, et chaque métier, un savoir. Tout commençait par le tube. De longues barres d'acier de 6 mètres, laminées sur place, ou, pour le haut de gamme, achetées à l'étranger, chez les Anglais de Reynolds ou chez Vitus. On les recuisait pour les assouplir, on les phosphatait pour les protéger, on les tronçonnait à la longueur voulue. Puis venait le cœur du métier, l'assemblage du cadre, ce que l'on appelait à Beaulieu le montage en blanc, le cadre nu, avant toute couleur. Et ici se jouait toute la différence entre un vélo ordinaire et un PX10. Les cadres bon marché étaient soudés à l'arc, vite et net. Mais les beaux cadres, ceux à raccord, étaient brasés, assemblés au chalumeau, le métal d'apport coulant dans les raccords Nervex, comme on scelle une alliance, à une température que seule la main de l'homme savait doser. Trop chaud, l'acier brûlait. Trop froid, la brasure ne prenait pas. Il fallait des années pour former un bon braseur, et un bon braseur, dans la vallée, était un notable de l'établi. Après lui, le cadre passait aux mains de l'ouvrier qui le dégauchissait, qui le redressait à la main, à froid, sur un grand marbre, en s'aidant de l'œil et de gabarit, jusqu'à ce que la géométrie soit juste au millimètre. Puis, on le décapait, on le préparait, et on le peignait en 3 couches, par poudrage électrostatique. Les teintes Peugeot, ces bleus, ces blancs, n'étaient pas achetées sur catalogue. C'étaient des mélanges originaux, créés dans le laboratoire de l'usine, des secrets de maison. Restait la touche finale. Et cette touche finale, c'était un métier, et c'était surtout un métier de femme. On les appelait les fileuses ou les rechampisseuses. Ce sont elles qui posaient les décalcomanies, le lion sur le tube de direction, les inscriptions. Et sur certains cadres, elles traçaient à la main, au pinceau, à main levée, un mince filet de peinture dorée le long des tubes et sur les raccords col de cygne. Un geste de patience et de précision qu'aucune machine ne savait faire. Une ligne d'or déposée par une main de femme sur l'acier brasé par une main d'homme. Prenez un instant pour vous représenter cela. Sur le vélo qui allait battre Merckx, sur la machine la plus désirée de sa génération, le tout dernier geste était celui d'une ouvrière penchée sur un cadre blanc, un pinceau fin entre les doigts, retenant son souffle pour que la ligne dorée ne tremble pas. C'est de ces mains-là qu'est née la livrée la plus célèbre du cyclisme français, le blanc frappé d'un damier noir et blanc. Et voici l'une des révélations les plus savoureuses de toute cette histoire, un de ces détails qui vous font regarder autrement une image que vous croyez connaître. Ce damier apparaît dans le peloton en 1963. Pourquoi un damier ? Pourquoi ce motif-là, plutôt qu'une bande, une flèche, une couleur vive ? Parce qu'à cette époque, la télévision était en noir et blanc, et que le damier noir et blanc était précisément le motif qui ressortait le mieux à l'écran, le contraste maximal, la silhouette que l'œil du téléspectateur repérait instantanément au milieu du peloton indistinct.
le damier mythique, celui que des millions de Français associent à la grâce et à la gloire, n'était pas d'abord une affaire d'esthétique. C'était une invention de communicants avant l'heure, un motif pensé pour la caméra. La légende en attribue l'idée au directeur sportif Gaston Plot. Le plus beau maillot du cyclisme français est né d'un calcul d'audience. Voilà ce qu'était l'atelier de Beaulieu dans ces années glorieuses. Un lieu où le calcul le plus moderne cohabitait avec le geste le plus ancien. Où l'on sortait un vélo toutes les 15 secondes et où pourtant le dernier trait était tracé au pinceau, lentement, par une femme qui avait mis des années à ne plus faire trembler sa main. Un lieu où la vitesse industrielle et la patience artisanale tenaient ensemble, en équilibre, dans le même vacarme d'usine. Cet équilibre-là, ce mariage improbable de la chaîne et du pinceau, c'était le secret de Peugeot. Et c'était, sans que personne le sache encore, une chose infiniment fragile. Chapitre 5. Tout est Peugeot. L'usine des cycles ne vivait pas seule. Elle vivait à l'ombre d'une géante, et cette géante avait un nom, Sochaux. Il faut prendre la mesure de ce voisinage pour comprendre le sort de Beaulieu. En 1968, l'usine automobile de Sochaux employait 26 000 personnes, dont 15 000 ouvriers spécialisés. 26 000. À côté de ce colosse, les 5 000 des cycles faisaient presque figure d'atelier de famille. Et dans tout le pays de Montbéliard, une phrase résumait la vie. Ici, tout est Peugeot. Ce n'était pas une image, c'était la réalité concrète, matérielle, quotidienne. Le logement était Peugeot. Les magasins où l'on faisait ses courses, le ravi comme on disait, étaient Peugeot. Les clubs, le stade, l'équipe de football, le fameux FC Sochaux, tout portait la marque du lion. Le paternalisme protestant hérité du XIXe siècle avait tissé un monde complet, où l'homme naissait dans une maternité proche de l'usine, grandissait dans une cité ouvrière du groupe, apprenait dans une école, jouait dans un club, travaillait 40 ans à l'établi et prenait sa retraite sans jamais avoir quitté l'orbite du lion. C'était rassurant, c'était étouffant, c'était les deux à la fois, et les ouvriers le savaient mieux que personne. Car ce monde reposait sur des mains venues de partout. Il faut le dire avec la même gravité que le reste, parce que c'est la vérité de l'industrie française et qu'on oublie trop souvent. Les ateliers du pays de Montbéliard tournaient grâce à l'immigration. Des Italiens, installés depuis des générations. Des Portugais, fuyant la dictature et la misère. Des Maghrébins, Tunisiens, Marocains. Des Yougoslaves, des Turcs. En 1973, à l'échelle du groupe, on comptait environ 2000 Yougoslaves à Sochaux et 1500 Tunisiens et Marocains dans une autre usine. Ces hommes vivaient souvent à part, dans des foyers, loin de leur famille, avec la barrière de la langue et le poids du regard des autres. Ils faisaient les postes les plus durs. Et sans eux, il n'y aurait eu ni vélo, ni voiture, ni pays de Montbéliard industriel du tout. Ils font partie de cette histoire non pas en marge, mais au centre. Et ce monde, si encadré, si tenu, n'était pas un monde sans révolte. En mai 1968, l'Empire Peugeot avait connu sa tragédie. Lors d'un assaut des forces de l'ordre contre l'usine de Sochaux occupée, 2 hommes étaient morts. Pierre Bello, tué par balle, Henri Blanchet, mort en tombant d'un mur pour échapper au gaz. 2 noms que la mémoire ouvrière du pays n'a jamais lâchés, 2 noms qui disaient le prix parfois payé pour un salaire et une dignité. Beaulieu, l'usine des vélos, eut aussi ses colères. Il eut, en 1972, une grève que les ouvriers baptisèrent amèrement la grève des 7 centimes. 7 centimes, la mesure de ce qu'on leur refusait, la mesure aussi de ce qu'ils valaient aux yeux de la direction. Et au printemps 1973, l'usine des cycles de Beaulieu fut à son tour occupée, en grève, dans un mouvement que certains présentèrent comme la première brèche dans l'Empire depuis les 2 morts de Sochaux. Il faut le dire avec prudence, car les noms des ouvriers des cycles, leurs visages, leurs mots, les archives publiques les ont mal conservés, et je ne veux pas inventer ce que je ne sais pas. Mais la colère, elle, est certaine. Sous la fierté du travail bien fait, sous l'attachement réel à la maison, couvait la conscience d'être aussi,
une variable dans un calcul qui se faisait ailleurs. Ce calcul, d'ailleurs, avait un nom dans l'usine, et ce nom mérite qu'on s'y arrête, car il dit tout d'une époque. La charge de travail, à Beaulieu, se mesurait en bedeau. Le bedeau, une unité de rendement inventée par un ingénieur nommé Charles Bedeau, un franco-américain né en 1888, mort en 1949, apôtre de l'organisation scientifique du travail. Chaque geste chronométré, chaque tâche pesée, chaque ouvrier ramené à un débit. La ligne dorée tracée au pinceau par la fileuse, ce geste presque tendre, était elle aussi comptée en bedeau. Voilà le monde de Beaulieu dans toute sa vérité. Un savoir-faire d'artisan, encadré par une comptabilité de chaque seconde. La dignité du métier et la surveillance du chronomètre dans le même atelier, sur le même vélo. Chapitre 6. Le rêve américain. Mais la véritable apothéose de Beaulieu ne s'est pas jouée dans la vallée du Doubs. Elle s'est jouée à 5000 km de là, de l'autre côté de l'Atlantique, dans un pays qui, au début des années 70, tomba soudain amoureux de la bicyclette. Ce fut ce que les Américains eux-mêmes appelèrent le grand bike boom. Il faut comprendre le phénomène pour saisir la place qu'y prit Peugeot. Jusque-là, aux États-Unis, le vélo était une affaire d'enfants. On roulait à vélo jusqu'à 16 ans, et puis on passait à la voiture, définitivement, comme on quitte les culottes courtes. Et voilà que brusquement, entre 1972 et 1975, l'Amérique adulte découvrit le vélo de sport. Le vélo léger, fin, racé, à 10 vitesses, celui sur lequel on transpirait par plaisir. Une nation entière voulut soudain rouler comme les Européens. Et sur l'étagère du haut, celle du désir pur, un nom brillait plus que les autres, Peugeot. Le PX10 devint, pour toute une génération d'Américains, l'objet à posséder. Le vélo européen par excellence, celui des champions du Tour de France, cette course exotique et mythique. Et juste en dessous, le modèle populaire, le UO8, se vendait par dizaines de milliers, faisant entrer le lion dans les garages de la classe moyenne américaine. Pour gérer ce raz-de-marée, Peugeot avait installé une filiale, Cycle Peugeot USA, dirigée depuis Gardena, en Californie, par un homme nommé Édouard de Truchis. À son sommet, cette filiale employait environ 400 personnes. 400 personnes, rien que pour distribuer, en Amérique, les vélos de la vallée du Doubs. Les chiffres de cette domination donnent le vertige. En 1976, Peugeot représentait à lui seul 37% de toute la production française de vélos et 57% des exportations françaises. Plus d'un vélo français exporté sur 2 portait le lion. La marque n'était pas un acteur du cycle français. Elle en était, à elle seule, la moitié. Et le rêve avait même un visage célèbre. Au cœur de ces années, l'image de Peugeot aux États-Unis fut portée un temps par l'une des femmes les plus admirées d'Amérique, l'actrice Farrah Fawcett, associée à la marque dans sa publicité, sur une affiche promotionnelle du début des années 70, puis dans un spot télévisé de 1978 où apparaissait un vélo Peugeot. Là encore, soyons honnêtes sur ce que nous savons. Certains collectionneurs pensent que le vélo de l'affiche était non pas un PX10, mais le populaire UO8. Le détail a son importance pour l'historien, moins pour le rêveur. Ce qui compte, c'est que le vélo de Beaulieu, sorti d'une vallée du Doubs par des mains françaises, portugaises, maghrébines, était devenu, à l'autre bout du monde, un objet de désir vendu par une star hollywoodienne. Le lion de la lame de scie rugissait maintenant en Californie. C'était le rayonnement à son zénith. La petite maison de fondeurs luthériens, celle qui fabriquait des baleines de corset, dominait le marché mondial du vélo de sport. Ses champions gagnaient le tour. Son vélo phare ornait les murs des chambres d'adolescents américains. Sa marque valait de l'or de Gardena à Melbourne. Jamais, dans toute son histoire, Beaulieu n'avait été aussi haut. Jamais le lion n'avait porté si loin. Et c'est exactement à ce moment-là, à cet instant précis de gloire absolue, que le sol commença à se dérober. Chapitre 7. Le dernier sommet. Il y a, dans toute grande histoire industrielle, un instant suspendu, le point le plus haut, celui d'où l'on ne voit encore que le ciel, et pas le vide qui vient. Pour Peugeot, cet instant se laisse dater.
Le sommet industriel se situe en 1980. Cette année-là, la production atteint 860 000 bicyclettes à Valentinier. 860 000. Un chiffre jamais atteint auparavant et jamais dépassé depuis. Le plus haut qu'un vélo Peugeot soit jamais monté. Et le sommet sportif, le sommet du cœur, portait un nom et un lieu. Bernard Thévenet, en 1975. Car cette année-là, sur les pentes de Pralou, un Français en maillot à damier avait fait ce que l'on croyait impossible. Il avait brisé le règne d'Eddy Merckx. Le cannibale, l'ogre, l'invincible avait cédé. Et c'est un coureur Peugeot qui l'avait fait plier, avant de remporter le Tour de France. 2 ans plus tard, en 1977, Thévenet gagnait encore. Le Lion tenait le maillot jaune, la France entière regardait, et le PX10 des marchands de cycles n'avait jamais fait rêver autant de monde. À la maison, un enfant qui voyait Thévenet triompher à la télévision dans son maillot à damier pouvait, le lendemain, aller coller son nez à la vitrine et contempler, presque, le même vélo. Tout, en apparence, réussissait. Et pourtant, à l'intérieur même de ce triomphe, le mal était déjà là, discret, patient, en train de ronger les fondations. Voici la cruauté de ce moment de gloire. Au sommet exact de sa réussite, l'entreprise était déjà minée. La demande américaine dépassait ce que l'usine vieillissante pouvait fournir. Pour tenir les cadences, on bâclait parfois. La qualité, cette qualité qui avait fait le nom de Peugeot, commençait à vaciller. On substituait des pièces à la va-vite pour honorer les commandes. Et surtout, un danger montait de l'Est, du Japon, que presque personne à Beaulieu ne voulait prendre au sérieux. Car pendant que Peugeot vissait fidèlement ses Simplex, ses Mafac, ses Stronglight, ses belles maisons françaises, cette filière nationale qui faisait la fierté du PX10, 2 firmes japonaises, Shimano et Suntour, fabriquaient des dérailleurs et des transmissions mieux conçus, mieux finis et moins chers. Le vélo le plus désirable de sa génération était monté sur des composants d'un monde qui s'achevait. La machine des champions roulait déjà, sans le savoir, sur une chaîne d'approvisionnement condamnée. Et il y avait cette date, à l'été 1974, que l'on retiendra comme un premier coup de semonce. Le grand bike boom américain, cette vague prodigieuse qui avait porté Peugeot au firmament, s'arrêta net, du jour au lendemain, ou presque. Des dizaines d'importateurs se retrouvèrent en faillite, les entrepôts pleins de vélos que plus personne ne voulait. L'euphorie retomba d'un coup, comme une fièvre. Peugeot, plus solide, survécut à ce reflux. Mais le message était là, pour qui savait le lire. Le désir américain n'était pas éternel, et le marché sur lequel reposait tant de la gloire du lion pouvait se refermer aussi vite qu'il s'était ouvert. Voilà l'apogée. Voilà le dernier sommet. 860 000 vélos par an, un Français qui bat Merckx en maillot à damier, une star qui vend le lion en Californie. Et, tapis sous cette lumière éclatante, les 3 ombres qui allaient tout emporter. Un outil qui vieillit, une filière française qui va s'effondrer, et un concurrent japonais que l'on regarde encore de haut. Le point le plus haut avant la chute. Et debout sur ce sommet, dans l'ivresse des victoires et des records de production, personne, à l'intérieur de ces murs, ne pouvait voir le monde qui était déjà en train de se refaire, silencieusement, tout autour d'eux. Chapitre 8. Le Japon change les règles. Le déclin de Peugeot ne commence pas par un drame. Il commence par un dérailleur. Pour comprendre ce qui a tué le vélo le plus légendaire de France, il faut oublier l'idée d'une catastrophe soudaine. Il n'y eut pas d'incendie, pas de craque, pas de faillite retentissante. Il y eut autre chose, de plus lent et de plus implacable. Le monde qui changeait de règles pendant que Beaulieu continuait de jouer selon les anciennes. Le premier changement vint du Japon. On l'a dit, 2 firmes montées, Shimano et Suntour. Au début, on ne les prit pas au sérieux. Le composant japonais, dans le peloton, c'était bon pour les vélos d'enfants. Puis, année après année, la qualité monta
les designs devinrent plus avancés, les prix restèrent plus bas, et le rapport entre ce que l'on payait et ce que l'on obtenait bascula, doucement, irrésistiblement, en faveur de l'Est. Dès le milieu des années 80, Peugeot en vint à faire l'impensable, monter des dérailleurs japonais sur certains de ses propres modèles d'entrée de gamme. Le vélo tout français vissait désormais des pièces venues de l'autre bout du monde. Mais il faut aller plus loin, car le vrai drame n'est pas que le Japon soit devenu meilleur. Le vrai drame, c'est que la France, autour de Peugeot, s'est effondrée. C'est le point le plus dur de toute cette histoire, et le plus injuste, parce qu'il ne dépendait pas de Beaulieu seul. Rappelez-vous ces noms que nous avons cités avec fierté, ces maisons qui faisaient le PX10. Simplex, fondé par Lucien Juy à Dijon, l'inventeur du dérailleur moderne dès 1928. Mafac de Clermont-Ferrand, Stronglight, Maillard, Atax. Toute cette constellation d'ateliers, tout ce tissu de savoir-faire qui faisait la fierté du cycle français. En l'espace de quelques années, cette constellation s'est éteinte, étoile après étoile. Mafac s'arrête vers 1985. Simplex périclite et disparaît dans les années 90. La maison de Lucien Juy, celle qui avait appris au monde à changer de vitesse, s'effaça devant Shimano. Ils ont pourtant tenté quelque chose. Au début des années 80, 4 d'entre eux, Simplex, Mafac, Stronglight, Maillard, se regroupèrent sous une marque commune, Speedel, pour faire front ensemble contre le géant japonais. Unir les forces, mutualiser, résister. C'était courageux, c'était sensé. Et c'était, comme on le dit parfois d'une bataille perdue d'avance, trop peu et trop tard. Speedel ne renversa rien. La vague japonaise passa par-dessus. Comprenez bien ce que cela signifiait pour Peugeot. Une marque n'est jamais seule. Elle vit dans un écosystème, elle dépend de ses fournisseurs comme un corps dépend de ses organes. Peugeot pouvait bien avoir le meilleur atelier, les meilleurs braseurs, les meilleures fileuses de France. Si les dérailleurs français devenaient inférieurs et plus chers que les japonais, le vélo tout français devenait du même coup un vélo dépassé et trop cher. Beaulieu ne s'écroulait pas seul. Beaulieu s'écroulait avec toute une filière nationale, entraînée par la chute de maisons qu'elle ne contrôlait pas. Et pendant que la filière française vacillait, un autre danger surgissait. Mais celui-là, personne n'aurait pu l'imaginer. Il ne venait pas des ateliers de précision du Japon. Il venait d'une montagne de Californie, d'une bande de chevelus qui dévalait les pentes sur de vieux vélos rouillés. Et il allait, en quelques années, réinventer ce qu'était un vélo. Chapitre 9. Californie, gros pneus. Il faut maintenant quitter la vallée du Doubs et traverser le monde. Direction le comté de Marin, au nord de San Francisco, au milieu des années 70. Là, sur les pentes du mont Tamalpais, une poignée de passionnés faisait une chose que nul cycliste sérieux n'aurait songé à faire. Ils prenaient de vieux vélos américains à gros pneus ballons, des chouines d'avant-guerre, lourds comme des enclumes, et ils les lançaient à toute allure sur les chemins de terre, dans la caillasse et la poussière. Ces hommes avaient des noms qui allaient entrer dans l'histoire du cyclisme mondial. Joe Breeze, Gary Fisher, Charlie Kelly, Tom Ritchie. En 1976, ils organisèrent une course de descente qu'ils baptisèrent le Repack, parce qu'après une descente, les moyeux avaient tellement chauffé qu'il fallait les regarnir de graisse. C'était bricolé, marginal, contre-culturel. C'était l'exact opposé du raffinement français, du PX10 léger et de la selle Brooks. Et de ce bricolage sortit une révolution. En 1977, Joe Breeze construisit le premier cadre pensé spécifiquement pour cette pratique tout-terrain, le Breezer. Une machine neuve, conçue pour la montagne et non adaptée depuis la route. Aujourd'hui, ce premier Breezer est conservé au Musée national d'histoire américaine, à la Smithsonian, où il est entré en 2012. La relique d'un genre qui allait tout emporter. Tom Ritchie lança la production en petite série. Fisher et Kelly fondèrent leur entreprise à la fin des années 70. Puis vint le moment décisif, celui qui fit passer le vélo tout-terrain du garage à l'industrie.
À l'automne 1981, une marque nommée Specialized lança le Stumpjumper, le premier vélo tout-terrain produit en série. Un cadre en acier fabriqué au Japon, pesant environ 13 kg, vendu autour de 750 $ complet, quand les machines artisanales des pionniers coûtaient 1200 à 1500 $. La première livraison, 125 exemplaires, fut écoulée en 6 jours. 6 jours. Le marché avait parlé et il avait crié. Regardez bien ce qui se joue là, car c'est le cœur de notre histoire. À l'instant précis où la filière française s'effondrait, où le PX10 de route commençait à sembler démodé, un tout nouveau désir naissait chez la jeunesse. Le désir du gros pneu, de la liberté, du tout-terrain. Un marché neuf, immense, s'ouvrait. Un marché où les cartes étaient rebattues, où l'histoire ne comptait pas, où le palmarès du Tour de France ne valait rien. Un marché où Peugeot, avec un siècle de gloire derrière lui, partait pourtant à égalité avec des inconnus. C'était une seconde chance, une chance de tout recommencer. Restait à savoir ce que le lion en ferait. Chapitre 10. Le stand prêté. Ici, il faut s'arrêter. Car ici court une légende, et cette légende est fausse. On raconte volontiers que les dirigeants de Peugeot auraient ri du vélo tout-terrain, qu'ils l'auraient méprisé, ce jouet à gros pneus, ce truc d'américain, qu'ils auraient croisé les bras avec l'arrogance des vieilles maisons, laissant filer l'avenir sous leur nez. C'est une belle histoire, c'est une histoire simple, et les archives la démentent, car Peugeot n'a pas refusé le vélo tout-terrain. Peugeot y était, et tôt. Il faut le dire clairement, parce que la vérité est plus intéressante que le mythe, et plus tragique aussi. Écoutez le vrai récit. En France, un homme s'était pris de passion pour ces machines venues de Californie. Il s'appelait Stéphane Ovett. Il fonda l'Association française du mountain bike et il organisa le tout premier rassemblement français de la discipline à La Plagne les 6 et 7 août 1983. Et qui trouve-t-on aux côtés de Ovett dès cette année-là ? Peugeot. En octobre 1983, au Salon du cycle de Paris, c'est sur le stand Peugeot que Ovett expose le vélo tout-terrain de Gary Fisher. La marque au lion prête sa vitrine au prophète français du tout-terrain. L'exact contraire du refus supposé. Il y a plus fort encore. Selon Stéphane Ovett lui-même, cité dans une revue universitaire, l'abréviation VTT, vélo tout-terrain, ces 3 lettres que tous les Français emploient aujourd'hui, serait une invention de Peugeot. Le mot même par lequel la France désigne le vélo de montagne serait né dans les bureaux de la marque. Et dès 1983, les premiers vélos tout-terrain vendus en France sous la marque Peugeot arrivaient déjà, importés du Canada, fabriqués au Québec par un partenaire de Peugeot depuis 1978. Alors, où est l'erreur ? Si Peugeot était là dès le début, si Peugeot a peut-être inventé le mot, où est la faute fatale ? Elle est dans la manière. Elle est dans le cœur. Les historiens du sport qui ont étudié les archives le disent avec des mots précis. Peugeot était en position de veille active. La marque observait. Elle évaluait. Elle voulait mesurer le potentiel du marché, surtout pour les stations de montagne, tout en craignant un simple effet de mode, une fièvre passagère qui retomberait comme était retombé le bike boom américain. Alors elle confia le développement du tout-terrain à son équipe Bicross et, ce sont les termes retenus des archives, de manière peu volontariste et dans une position d'attente. Peu volontariste, dans une position d'attente. Voilà l'erreur fatale, tout entière contenue dans 2 formules d'archives. Peugeot n'a pas ri du VTT. Peugeot a hésité devant le VTT. Il y a mis un pied, prudemment, sans y croire vraiment, sans engager sa force industrielle, sans parier sur cette jeunesse qui, elle, y croyait de tout son cœur. Le premier vélo tout-terrain proprement conçu comme un modèle français de la marque, le VTT1, n'arriva qu'en 1987, quand des marques neuves, nées de rien, construisaient déjà une identité jeune, désirable, mondiale. Le site de la marque revendique parfois avoir été le premier constructeur français à commercialiser un VTT, et date cela de 1984.
les sources indépendantes situent le vrai modèle français en 1987. Traitons cette date d'entreprise avec prudence, mais dans un sens comme dans l'autre, le constat tient. Entrée tôt, entrée mou. Voilà le verdict, et il faut le prononcer avec justice. L'erreur de Peugeot ne fut pas d'avoir refusé le vélo de l'avenir par orgueil. Son erreur fut d'y être entré tôt et sans conviction, au moment exact où sa base de coûts et sa filière de composants s'effondraient. Une hésitation. Pas un mépris. Et c'est cela qui rend l'histoire déchirante. Le lion n'a pas manqué l'avenir parce qu'il ne l'avait pas vu. Il l'a manqué alors qu'il le tenait dans la main. Chapitre 11. Dissous dans l'automobile. Et pendant que Peugeot hésitait sur le seuil de l'avenir, une autre logique, plus froide, se mettait en marche dans les hauteurs du groupe. Une logique qui n'avait que faire des vélos. Il faut maintenant nommer les décisions, les regarder une à une, sans colère, mais sans complaisance. Car chacune, prise isolément, pouvait sembler raisonnable. Et l'ensemble mena le vélo Peugeot à sa fin. La première décision fut une fidélité qui se retourna en piège. Rester tout français aux composants. On l'a vu, Peugeot continua de monter Simplex, Mafac, Stronglight, quand le Japon prenait une avance décisive. Peugeot et Mercier furent parmi les dernières marques à maintenir une équipe d'usine avec des composants français. Par loyauté, par principe, par fierté nationale. C'était noble. Ce fut coûteux. La fierté d'hier devint le handicap de demain. La deuxième décision fut de sous-traiter la marque plutôt que de refaire l'outil. Dès 1978, Peugeot avait passé accord avec un groupe canadien, ProCycle, pour fabriquer et distribuer les Peugeot au Canada. Dès le début des années 80, ces Peugeot canadiens partaient vers les États-Unis. Et voici le détail humiliant, celui qui dit tout de l'état de Beaulieu. Les Peugeot fabriqués au Canada étaient souvent mieux finis que les Français. Le brasage plus propre, la peinture plus soignée, les décalcomanies mieux posées. La maison mère, dans sa vallée du Doubs, faisait désormais moins bien que sa filiale d'outre-Atlantique. Le savoir-faire de Beaulieu, ce trésor, ce siècle de gestes, avait vieilli sans qu'on le renouvelle. On préféra chercher ailleurs plutôt que de réinvestir chez soi. La troisième décision fut la plus lourde, et c'est celle où le vélo cessa, au fond, d'exister comme tel. En 1986, deux sociétés du groupe fusionnèrent, les aciers et outillages Peugeot et les cycles Peugeot. De cette fusion naquit une entité au nom qui dit tout, ECIA, Équipements et composants pour l'industrie automobile. Lisez ce nom encore une fois. Équipements et composants pour l'industrie automobile. Les cycles Peugeot, la maison de Beaulieu, l'usine du PX10, la marque aux 10 Tours de France, venaient d'être juridiquement absorbés dans une société de pièces détachées pour voitures. Le vélo n'était plus une fin. Il était devenu une ligne dans les comptes d'un équipementier automobile. Les sources divergent un peu sur les dates exactes. Fusion juridique en 1986, transfert physique et fermeture en 1987. La différence est mince et n'enlève rien à la vérité du geste. Car dans la foulée, la fabrication des cycles fut transférée à Romilly-sur-Seine, une usine que Peugeot avait acquise en 1974, loin de la vallée du Doubs. Et le site historique de Beaulieu ferma comme usine de cycles. La logique du groupe n'était plus le vélo. C'était la pièce d'automobile. Le fils cadet, celui de la petite reine, était en train d'être avalé par le fils aîné, celui du moteur. Exactement comme la géographie l'avait laissé pressentir un siècle plus tôt, quand Armand Peugeot avait quitté Beaulieu pour l'automobile. Et il y eut une quatrième décision, plus symbolique encore, plus déchirante pour ceux qui aimaient le sport. En 1986, faute de soutien financier, la direction annonça la fin d'une équipe cycliste entièrement sponsorisée par Peugeot. Selon les sources, et il faut le dire au conditionnel, car cette part repose sur une lignée non recoupée par la presse d'époque, c'est le directeur général William Deshazard de Montgaillard qui porta la nouvelle. Et le budget course de cette année-là, 1 060 000 francs, aurait été épuisé avant même la fin de la saison. La marque coupait le lien avec la course qu'il avait faite.
Le dernier maillot jaune Peugeot avait été celui de Pascal Simon, autour de 1983. Un maillot jaune qu'il avait dû abandonner, la clavicule brisée, pédalant encore quelques jours d'une seule jambe avant de renoncer en larmes. Une image qui, rétrospectivement, ressemble à toute l'histoire. Un champion Peugeot, en jaune, blessé, qui tient encore un peu, puis lâche. Chapitre 12. L'extinction discrète. Voici comment meurt une légende. Pas dans le fracas, pas sous les caméras, pas dans une grande bataille nationale avec des ouvriers aux portes et des ministres au chevet. Non. La mort du vélo Peugeot à Beaulieu fut une extinction discrète. Un glissement, un silence. Les derniers vélos de route conçus et construits à Beaulieu furent des modèles nommés Comète et Cosmique, autour de 1986 et 87. Des cadres en aluminium, développés avec un procédé nouveau. La maison, jusqu'au bout, avait essayé d'innover. Mais il était tard. La décision était prise ailleurs, plus haut, dans une logique où le vélo ne pesait plus rien. Et la fabrication ne s'arrêta pas dans un cri. Elle glissa. Elle glissa de Beaulieu vers Romilly, discrètement, comme on déménage un meuble encombrant dans une pièce du fond. Il n'y eut pas de dernière coulée spectaculaire, pas de sirène qui hurle une dernière fois devant les caméras du journal télévisé. Il y eut des ateliers qui se vidaient, des machines qu'on démontait, des ouvriers qu'on reclassait, qu'on mettait en pré-retraite, qu'on remerciait. Les chiffres de cette érosion humaine sont là, sobres et terribles. Les effectifs du site de Beaulieu passèrent d'environ 6000 personnes en 1978 à 3700 en 1985. 2300 emplois évaporés en 7 ans, avant même la fermeture des cycles. Et parmi eux, combien de fileuses, combien de braseurs qui avaient mis 15 ans à apprendre leur art, combien de ces mains françaises, portugaises, maghrébines, qui avaient assemblé le vélo des champions. Les archives publiques n'ont pas gardé leurs noms, je ne les inventerai pas. Mais je sais qu'ils étaient là. Je sais que chacun de ces nombres était un homme, une femme, une famille, une maison de la vallée où l'on annonçait, un soir, que c'était fini. Il faut chercher longtemps, dans la presse régionale, aux archives du Doubs, pour retrouver la trace d'une grande mobilisation syndicale contre la fermeture des cycles de Beaulieu. La CGT était là, la CFDT était là, la mémoire ouvrière du pays de Montbéliard était marquée au fer par les grands conflits. Les 2 morts de Sochaux en 1968, l'occupation des cycles en 1973, la longue grève de 89 à Sochaux. Mais pour les cycles, à la fin, il n'y eut pas de grande bataille nationale. Peut-être parce que la mort fut trop lente pour se cristalliser en combat. Peut-être parce que, quand la fabrication glisse au lieu de s'effondrer, il n'y a pas de jour précis contre lequel se dresser. On ne fait pas la grève contre un glissement. L'équipe cycliste, elle, connut une survie fantôme. Prolongée par son dernier directeur, Roger Leget, elle changea de nom, de sponsor, de couleur, Z, puis d'autres encore. La marque Cycle Peugeot disparut du plus haut niveau du sport à la fin des années 80, sa dernière présence datant de 1989. Le damier noir et blanc, ce motif pensé pour la télévision, quitta le peloton pour toujours. Les enfants qui grandissaient désormais ne le verraient plus à l'écran du Tour. Ils ne colleraient plus leur nez à la vitrine pour rêver du vélo des champions. Le lien était rompu. Non pas tranché d'un coup net, mais dénoué, fil après fil, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à dénouer. C'est ainsi que meurt une légende, pas d'un coup, à petit feu, dans le silence d'une vallée qui, un matin, n'entendit plus la sirène des cycles. Chapitre 13. Faurecia sur les cendres. Que reste-t-il, aujourd'hui, de tout cela ? Allez à Beaulieu-Mandeur. Cherchez l'usine des vélos. Vous ne la trouverez pas. Une grande partie des bâtiments a été détruite entre 1986 et 2001, les derniers bâtiments emblématiques vers 2013. Là où l'on brasait les cadres du PX10, là où les fileuses traçaient au pinceau le filet doré, se dressent aujourd'hui des usines d'équipementiers automobiles. Faurecia, née de la fusion d'ECIA avec Bertrand Faure en 1997, et Fuji Autotech France qui fabrique des colonnes de direction. Mesurez l'ironie parfaite de ce lieu. Sur le sol où naissait le vélo le plus français, on fabrique aujourd'hui des pièces d'automobile. Le fils cadet a été entièrement remplacé par le fils aîné, jusque sur son propre terrain.
La boucle Carman-Peugeot avait ouverte en 1896, en quittant Beaulieu pour l'automobile, s'est refermée un siècle plus tard. L'automobile est revenue occuper la place, et le vélo s'en est allé. Quant à la marque, elle roule encore, mais le fabricant, lui, a disparu. C'est peut-être le plus étrange de cette histoire. Le lion n'est pas mort. En 1992, face à la concurrence asiatique, l'espagnol BH racheta la licence de fabrication des Peugeot en Europe et créa, en se rapprochant de Gitane, le groupe Cycle Europe. La marque survivait, mais Peugeot ne fabriquait plus ses vélos. En 2004, la licence ne fut pas renouvelée. Peugeot reprit la distribution par son réseau de concessionnaires automobiles, mais la fabrication resta sous-traitée à Cycle Europe, à Romilly-sur-Seine. Et Cycle Europe, au fil des ans, passa de main en main jusqu'à un groupe suédois. Ainsi, la marque de vélo la plus française du monde devint pour un temps la propriété d'un groupe suédois. Le lion né sur une lame de scie à Montbéliard roulait désormais sur des cadres assemblés sous licence pour le compte d'Actionnaires du Nord. Il y a tout récemment un rebondissement, et je le dis au conditionnel car il relève de l'annonce et du projet, non du fait accompli. À l'automne 2024, un groupe français aurait repris Cycle Europe, avec un projet de nouvelle usine dans l'Aube et le retour annoncé de vélos Peugeot fabriqués en France, équipés de pneus Michelin à partir de la fin 2026. Peut-être. On veut l'espérer. Mais ce sont des mots dans un communiqué, et cette histoire nous a appris à quoi ressemblent les promesses dans un communiqué. Et puis il y a le musée. À Sochaux bien sûr, chez le fils aîné, le musée de l'aventure Peugeot présente, sur environ 8000 m², 130 véhicules et une cinquantaine de cycles et de motocycles. On peut y voir le Grand Bi de 1882. On peut y voir le vélo avec lequel Bernard Thévenet a gagné le Tour de France de 1977. Arrêtez-vous devant ce vélo. Le vélo de Thévenet. La machine qui, dans l'esprit de millions de Français, a brisé le règne de Merckx. Elle est là, sous une vitrine. Immobile. Silencieuse. Et regardez bien où elle est exposée, dans un musée de l'automobile. Le plus beau vélo de course français, la fierté de Beaulieu, repose pour l'éternité dans le sanctuaire de la voiture qu'il a effacée. Il n'y a pas de musée du vélo Peugeot à Beaulieu-Mandeur. Il y a Forestia et Fuji Autotech. Le vélo, lui, est allé finir sous verre chez son grand frère. Chapitre 14. Ce qui reste. Alors, qu'est-ce qui reste ? Il reste 860 000 vélos par an en 1980 à Valentigney et 0 aujourd'hui sur le site historique. Il reste 5000 salariés dans l'usine des cycles au début des années 70 et des équipementiers automobiles sur les mêmes terrains. Il reste un PX10 qui battait Merckx et un lion posé sur des cadres qu'il ne fabrique plus. Mais il reste aussi autre chose, et c'est peut-être cela le vrai héritage. Il reste, dans la mémoire des Français, le vélo lui-même. Demandez à un homme de plus de 40 ans dans ce pays. Il y a de fortes chances qu'il ait, quelque part, le souvenir d'un vélo Peugeot. Le premier vélo. Le vélo du dimanche. Le demi-course bleu appuyé contre le mur du garage. Le cliquetis du dérailleur simplex. Le lion sur le tube de direction que l'on frottait avec la manche. Le maillot à damier aperçu à la télévision un après-midi d'été pendant le Tour. Cette marque n'était pas un produit lointain, une affaire d'ingénieur. C'était un objet que des millions de Français ont tenu de leurs propres mains, sur lequel ils ont appris l'équilibre, la vitesse, la liberté. Et voilà, au fond, la vérité de cette histoire. Le vélo Peugeot n'a pas été tué par un refus orgueilleux du vélo de l'avenir. Ce serait trop simple, et ce serait faux. Il a été perdu par une hésitation. Trop français, trop longtemps, quand la filière s'effondrait autour de lui. Trop tard sur le VTT, quand il tenait pourtant l'avenir dans la main. Et finalement dissous, c'est le mot juste, dissous, dans l'automobile qu'il avait vu naître et qu'il a recouvert. Le lion né sur une lame de scie roule encore, quelque part. Mais dans la vallée du Doubs, là où on l'assemblait à raison d'un toutes les 15 secondes, la sirène ne sonne plus pour les vélos. Il y a des colonnes de direction maintenant. Et le vélo de Thévenet, immobile sous sa vitrine, dans un musée de voitures, qui attend qu'on se souvienne.